La Chambre d'Assemblée fut dissoute en 1830 suite à la mort du roi George IV. On amorce la 14e législature du Bas-Canada qui siégera de janvier 1831 au 9 octobre 1834, et cela toujours à Québec. Les 92 résolutions sont présentées à la Chambre lors de cette session en 1834. Dans cet épisode, nous aborderons les débuts troubles des années 1830, alors qu'à la Chambre d'Assemblée, les patriotes revendiquent des changements aux dirigeants britanniques. On réclame le gouvernement responsable. Et pour les francophones, un meilleur accès aux différents postes administratifs et judiciaires, devenir juge plus facilement, par exemple. Au Bas-Canada, la mort ou l'abdication du souverain entraîne de facto la dissolution de la Chambre. C'est ainsi que furent déclenchées à l'automne de nouvelles élections générales. De nouvelles élections générales eurent lieu le 26 octobre 1830. Lors de cette élection, la nouvelle carte des districts et répartition des sièges adoptée en 1829 a été utilisée pour la première fois dans son intégralité. Entre-temps, Matthew Whitworth Aylmer devint le gouverneur général en chef de l'Amérique du Nord britannique le 20 octobre 1830 et restera en fonction jusqu'en 1835. À l'issue du vote, la Chambre fut alors composée de 60 députés canadiens-français et de 24 anglais. Le Parti patriote détient la majorité en Chambre et le docteur Jacques Labrie et William Henry Scott furent élus dans Deux-Montagnes. En 1800, le peuple canadien, majoritairement rural et illettré, s'appauvrit. Il est exploité par la riche minorité anglaise. On commence à peine à créer des écoles publiques. C'est l'éternel conflit entre l'Église et l'État pour la maîtrise de l'éducation. Il faut aussi dire que les États-Unis et l'Angleterre sont durement frappés à cette époque-là par une grosse crise économique. Une crise qui va aussi affecter le Bas-Canada. La région des Basses-Laurentides, en apparence prospère en ce début des années 1830, cache pourtant les germes d'une crise économique, sociale et politique dont on reconnaît les premières manifestations. Les terres, qu'on morcelle alors, sont trop petites pour assurer la subsistance des familles, ce qui les forcera à quitter les campagnes. Les seigneurs profitent de la situation difficile créée par la rareté des terres pour alourdir la charge financière de leurs censitaires dans le but évident de s'enrichir. En 1830, c'est l'agonie du commerce de la fourrure et c'est la crise agricole. La culture du blé est en déclin, ce qui engendre la fermeture des moulins et meuneries. Les causes de cette situation sont multiples. Le sol de la vallée du Saint-Laurent est surexploité et appauvri par un manque de fumier et de techniques agricoles. Des années particulièrement froides et l'invasion de la mouche de Hesse, un insecte ravageur pour les récoltes, sont d'autres facteurs qui ont précipité le Bas-Canada dans une crise agricole. L'appauvrissement de la classe agricole, l'abus des seigneurs et la surpopulation des seigneuries incitent certains habitants à émigrer. La plupart des habitants au début du 19e siècle, ça c'est mélangeant. Le 19e siècle, là, c'est les années 1800. Bon, on va s'entendre. Fait que le 19e siècle, ils ne pouvaient plus vivre de leur terre parce qu'elles étaient trop petites ou parce que la production était insuffisante. Il y avait eu plusieurs années de mauvaises récoltes.
Donc, plusieurs ont été forcés de vendre leurs terres et sont devenus de simples journaliers, des jobbers. Oui, des jobbers. Ça, c'est sans parler de ceux qui sont retrouvés sans emploi, puis sur le bord de la famine. Puis ceux qui sont passés à travers, là, ils se sont beaucoup endettés. Ils ont été obligés de laisser leurs terres aux immigrants britanniques, fraîchement arrivés là, puis à l'aise financièrement. Toutes les classes sociales ont été touchées. Même les curés seraient plus le dire. Tu vas la dire, tu vas aller en enfer. Puis il faut dire que dans ce temps-là, le monde se nourrissait de blé et de pommes de terre. Mais les récoltes de blé et de pommes de terre, mais il ne suffisait plus à nourrir toute la population. En alourdissant de la sorte le fardeau financier des habitants, les seigneurs devenaient l'une des causes principales de la montée des tensions sociales qui frapperont les Basses-Laurentides à la fin des années 1820 et durant les années 1830. La crise économique se muait en crise sociale et en affrontement politique. Louis-Joseph Papineau fait adopter une loi reconnaissant l'égalité de tous les citoyens. Cette loi va permettre aux Juifs de pouvoir occuper les mêmes fonctions que tout autre citoyen. Le 24 janvier, début de la 14e législature du Bas-Canada. Et c'est le recensement de la population du Bas-Canada. Le recensement de 1831 nous indique que le comté des Deux-Montagnes est démographiquement le 4e en importance au Bas-Canada, avec 23 706 habitants, tout juste après ceux de Montréal, Québec et Berthier. Le Bas-Canada dénombre alors environ 555 000 âmes. La région de Saint-Eustache est alors, avec ses 4 830 habitants, la 3e ville la plus populeuse de la province, se classant après Québec et Montréal. Étonnamment, Saint-Benoît compte 4 431 habitants, alors que Terrebonne n'en compte que 2 094. Sainte-Anne-des-Plaines, incluant le bassin de la Rivière du Nord, New Glasgow, New Paisley, compte 3 205 habitants. Sainte-Thérèse, 2 703. Sainte-Scolastique, plus à l'ouest, 3 768. Et enfin, Saint-Colomban, quelque part entre 900 à 1000 personnes. Cher journal, je t'avais complètement oublié. Aujourd'hui, j'ai le cœur gros. Et ça m'a donné le goût de te raconter ce qui me chagrine tant. Je me suis réfugiée dans ma chambre pendant qu'Olivier discute encore avec les invités. Papa est mort. Il n'avait que 48 ans. Nous venons tout juste de l'enterrer dans la crypte de l'église. Depuis mon mariage avec Olivier, Père avait entrepris de visiter sans relâche toutes les écoles paroissiales du comté des Deux-Montagnes. Cela lui a occasionné une extrême fatigue. Il a contracté une pneumonie. Avant de mourir, il a demandé à Augustin Norbert Morin de publier son manuscrit d'histoire du Canada, l'œuvre de toute sa vie. Eh bien, je crois bien que c'est la dernière page de son journal.
C'est déjà fini. En attente de publication, le manuscrit fut présenté à la Chambre. Morin déposa le dit manuscrit dans la bibliothèque de son ami, le notaire Giroir à Saint-Benoît. Hélas, l'histoire du Canada de Labrie fut la proie des flammes en 1837 lors de la Rébellion et ne fut finalement pas publiée selon ses vœux. Pourtant, un mois plus tôt, c'était une journée de réjouissance chez les Labrie. On célébrait le mariage de Zéphirine avec le docteur Jean-Olivier Chénier. C'est le curé Paquin, complice et ami du docteur Labrie, qui officia la cérémonie. Étaient présents à ce 26 septembre des invités de marque: Louis-Joseph Papineau, Louis-Michel Vigée, Jacques Vigée, Augustin Norbert Morin, Jean-Joseph Giroir, Jean-Baptiste Dumouchel et tant d'autres. Un mois après ce joyeux événement, jour pour jour, la scène était changée. Le village de Saint-Eustache était en deuil et pleurait la perte d'un de ses meilleurs citoyens, le père de Zéphirine. Ce que je retiens, moi, du docteur Jacques Labrie, c'est non seulement sa vaste carrière en termes d'éducation, en termes de journaliste aussi, mais pas juste aussi en politique, mais c'est aussi sa grande carrière d'historien. C'est un homme qui a beaucoup fait dans les dernières années de sa vie pour l'histoire du Québec, pour l'histoire du Canada. En fait, dans les 5-6 dernières années de sa vie, le docteur Jacques Labrie a écrit des centaines, voire des milliers de pages sur l'histoire du Canada. Et ce document-là était connu de tous, de Louis-Joseph Papineau entre autres. C'est un document de plusieurs volumes qui était supposé être publié. Et à ce moment-là, la vaste histoire du Canada a été confiée à son proche ami Augustin Norbert Morin, donc député de Bellechasse, très proche de Louis-Joseph Papineau. Mais à ce moment-là, on est en 1831, où le Parti canadien se mute en parti patriote, donc tout se radicalise dans les années 1830. Et puis aussi, en 1832, il y a l'épisode de l'épidémie de choléra. À ce moment-là, M. Morin quitte la région de Québec pour se réfugier dans un endroit un peu plus tranquille chez son ami, le député Jean-Joseph Giroir, à Saint-Benoît. Puis comme on sait très bien, suite à la bataille de Saint-Eustache, l'armée anglaise arrive à Saint-Benoît les 15 et 16 décembre 1837 et le village est mis à sac. Et à ce moment-là, le notaire Giroir, qui était en possession de la vaste histoire du Canada, tout ça est parti en fumée, qui ne verra jamais le jour et pourtant a été la première histoire du Canada écrite par un Canadien français. Et ça, c'est extrêmement désolant. Alors, c'est ce que moi je retiens le plus du docteur Jacques Labrie, la perte de ce document d'une extrême importance pour l'histoire de la province et du pays. En cet été de 1832, la tension montait dans tous les coins de la province. Le choléra asiatique, apporté par les immigrants irlandais, s'était transmis à la population autochtone et décimait les rangs des Canadiens. De nombreux cas de mortalité furent enregistrés. Les habitants se révoltaient à l'idée d'avoir été contaminés par des étrangers hostiles à leur nationalité et dont ils ne désiraient pas la présence. En plus de ce fléau, on avait eu à déplorer au début de la saison le premier événement sanglant des troubles, car, à l'occasion d'une élection complémentaire à Montréal le 21 mai 1832, la troupe ouvrit le feu sur les manifestants et 3 Canadiens français trouvèrent la mort sous des balles des soldats. 3 jours plus tard, plus de 5000 personnes assistent aux funérailles. C'est le début de la rébellion. Le 5 juin, c'est l'entrée en vigueur des actes pour incorporer la Cité de Québec et la Cité de Montréal.
Les deux villes possèdent maintenant un gouvernement municipal dirigé par un conseil élu. La croissance rapide du nombre des immigrants britanniques fait vraiment peur aux Canadiens français parce qu'ils craignent de se retrouver en état de minorité chez eux. Ils craignent l'assimilation. Depuis la conquête, l'on n'accepte au pays que des sujets britanniques. En plus, les autorités britanniques attribuent les nouveaux cantons aux Britanniques et refusent de créer de nouvelles seigneuries. Vers 1830, uniquement à Québec, cet exode représente une moyenne annuelle de 30 000 immigrants, dont les 2 tiers sont irlandais. Cette immigration survient au moment où de grandes épidémies de choléra et de variole s'abattent sur l'Europe, l'épidémie engendrant des milliers de morts. L'arrivée massive des immigrants, ça alimente une certaine animosité. Est-ce que tu savais que souvent les immigrants, ils vont faire la traversée de l'océan Atlantique là, sur des navires marchands qui sont destinés au transport du bois? Ça veut dire que c'est des bateaux qui n'étaient pas vraiment adaptés pour des passagers. On n'hésite pas à les surnommer des coffin ships. Ça, c'est des bateaux de cercueil. Puis les passagers sont entassés comme des sardines en canne. Puis à bord, bien évidemment, il manque d'eau potable et de nourriture. Puis ces bateaux cercueils deviennent évidemment un lieu parfait pour la propagation des maladies comme le choléra et le typhus. Tu sais, dans les années 1832-1834, on a eu une grosse épidémie de choléra. Puis ça, c'était propagé par des pauvres immigrants, là, puis ça a fait des milliers de morts. Une catastrophe sanitaire, puis le gouvernement va essayer de régler ça. Il va essayer de limiter la contamination. Puis ils vont imposer une quarantaine à la Grosse-Île. Ça, c'est au milieu du fleuve, là, un peu en haut de Québec, la Grosse-Île. Donc là, les immigrants sont installés là en quarantaine. Puis en même temps, on est dans une grosse crise mondiale. Les États-Unis, ça va mal. L'Angleterre, ça va mal. Il y a une crise économique. Mais nous autres, ça nous affecte aussi. Fait que tous les immigrants, là, quand ça arrive, là, après qu'ils aient passé à la Grosse-Île, là, il faut quand même bien leur trouver des terres. On n'a plus assez de belles terres agricoles fertiles pour nourrir tout ce beau monde-là. Le 21 juin 1832 se tient à Saint-Benoît, sous la présidence du notaire Jean-Joseph Giroir, une assemblée patriote durant laquelle on adopte pas moins de 34 résolutions contre l'abus de concession de terre par favoritisme et spéculation, et contre les réserves du clergé anglican et les écoles anglaises. Un comité de 30 membres y est aussi formé. 6 février, Joseph Signé devient archevêque de Québec. 3 juin, la Corporation de la Cité de Montréal voit le jour et son premier maire est Jacques Vigée. 19 septembre, émeute militaire à Montréal. Elzéar Bédard devient le premier maire de la ville de Québec. Le bateau à vapeur SS Royal William est le premier bateau canadien du genre à traverser l'Atlantique. La loi sur l'abolition de l'esclavage reçoit l'assentiment royal le 28 août 1833 et entre en vigueur le 1er août 1834. Cette loi abolit l'esclavage dans la plupart des colonies britanniques et libère ainsi plus de 800 000 esclaves africains, se trouvant dans les Caraïbes, en Afrique du Sud et en petit nombre au Canada. Plusieurs pétitions abolitionnistes organisées en 1833 permettent collectivement d'amasser le soutien de 1,3 million de signataires. Cette opposition à l'esclavage se répand dans le Haut-Canada.
Les 92 résolutions furent présentées à la Chambre d'Assemblée et adoptées le 21 février. C'est le 24 juin 1834 qu'a lieu le premier banquet de la Société Saint-Jean-Baptiste, fondée par Ludger Duvernay. L'Association nationale adopte le tricolore, vert, blanc, rouge, en 3 bandes horizontales comme étendard officiel. Ce dernier sera le drapeau des Patriotes lors des rébellions de 1837-1838. Les femmes perdent le droit de vote à la suite de l'adoption d'un projet de loi du député patriote John Neilson, appuyé par Louis-Joseph Papineau. Fait que vous autres, là, mettons, je vous dis 1834, c'est une année qui vous sonne une cloche, ça, dans l'histoire du Québec, puis mettons, plus spécifiquement dans l'histoire des Patriotes? Peut-être pas ben. 1837, ça vous dit quelque chose? Oui. Hein? OK, il y a eu des batailles importantes. Saint-Eustache, Saint-Denis, puis là, 1838, plus des batailles sur la rive sud de Montréal, enfin. Mais 1834, c'est une année assez importante. C'est un peu là le début de tout pour les Patriotes, en quelque sorte. Là où, mettons, là, l'agenda a commencé à se bousculer vraiment. Bon. 1834, ça commence par, au début de l'année, là, on est comme au Parlement. Puis, Louis-Joseph Papineau, vous savez c'est qui Papineau? Bon, le chef des Patriotes. Ben, lui, avec ses principaux députés au Parlement à ce moment-là, tente de faire voter un gros projet de loi qui s'appelle les 92 résolutions. Ça vous dit quelque chose, ça, les 92 résolutions? Vous avez sûrement appris ça à l'école, hein? Bon. Ben, les 92 résolutions, comme vous le savez, c'est comme une grosse liste d'épicerie, hein? Une grosse liste d'épicerie. Ah, OK, de la salade, du lait. Bon. À ce moment-là, les Patriotes, ce qu'ils voulaient vraiment, là, ce qui était le plus important pour eux autres, ils voulaient réformer, ils voulaient changer le système démocratique dans la province, dans la colonie. Bien important. C'était vraiment leur désir premier. À ce moment-là, il faut savoir que tout le gouvernement, c'était un petit peu corrompu, tout ça. Vous saviez qu'il y avait comme un gouverneur qui dirigeait au nom du roi, de la reine, à ce moment-là, ici, dans la province. Bon. Puis le gouverneur nommait à des postes bien importants dans le gouvernement, dans les conseils exécutifs, dans le conseil législatif, il nommait des gens qui voulaient, souvent même à vie. Puis, en dessous d'eux autres, en dessous des conseils législatifs puis exécutifs, il y avait la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, dans laquelle il y avait les députés qui étaient nommés par le monde, donc par la population, de majorité canadienne-française. Donc, puis à ce moment-là, on voulait que ces députés-là aient plus de droits, puissent faire voter plus de projets de loi pour représenter la population. Mais là, ça ne fonctionne pas parce que la plupart du temps, les fameux conseillers législatifs et exécutifs nommés par le gouverneur refusent tout. OK? Mais là, graduellement, les députés canadiens-français, pour la plupart, mais certains Canadiens anglais aussi, refusent, en fait, essaient tant bien que mal de voter leur projet de loi. Et là, ça fonctionne plus du tout. Ça déborde, le mouvement se radicalise et là, on fait ces fameuses 92 résolutions-là. On veut en première chose, okay, que les conseillers législatifs soient désormais élus par le peuple, comme s'ils étaient de simples députés. On veut la responsabilité ministérielle aussi. Donc, que les membres du conseil exécutif soient redevables quand ils font l'adoption de leur projet de loi, soient redevables aux députés en chambre. Puis, on vote plein de choses aussi. Bref, il y a 92 points vraiment importants. Ça fait à peu près 35 pages de documents. On vote ça en février 1834. On envoie ça où? On passe par... Ouais, c'est ça. On envoie ça par-dessus le gouverneur. On passe par-dessus tous ces conseils-là. On envoie ça directement à la mère patrie en Angleterre pour que ça soit discuté là-bas. La réponse va arriver quand? 3 ans plus tard. Fait que là, ça va se débattre là-bas. On va même envoyer des agents pour nous représenter là-bas, pour mousser en quelque sorte notre projet de loi, notre gros projet de loi, que sont les 92 résolutions. Puis là, on va attendre la réponse. Mais elle va se faire attendre. Ça va prendre 3 ans avant que ça soit débattu, puis que la réponse nous arrive en 1837.
Mais pendant ce temps-là, vers la fin de l'année 1834, il va y avoir une élection bien importante. On pourrait dire à proprement parler la première grosse élection partisane de l'histoire du Québec. À ce moment-là, c'est Louis-Joseph Papineau qui dirige la coalition patriote, si on peut dire, le Parti patriote. Puis, une élection très partisane, très importante. Il va y avoir des débordements partout dans la province. Et puis, il va même y avoir des épisodes de violence. Ça va se taper dessus, ni plus ni moins.